Pour un projet passionnant, j'avais rendez-vous ce matin avec Yamina. Elle travaille à la construction de Hokan, mais elle fait partie également de la communication de l'association. Sans le savoir, j'arrive à la cale de radeau pile poil au moment où arrivent le mât et la vergue, que l'on appelle également un baume. Le projet se concrétise visuellement ici à Toulouse. Et Yamina et Thomas nous apportent quelques informations sur la situation jusque-là. Au tout début, c'était je pense vers 2011. C'est Thomas, je ne sais pas si tu as croisé Thomas, avec une équipe de potes, ils étaient 4 ou 5 au début. En fait, avec une bande de copains, on a toujours aimé construire des choses. Des cabanes, des catapultes, des conneries comme ça. Et en 2011, on était en prépa pour faire une école d'ingé et on savait qu'on allait être tous projetés dans des écoles partout en France. Et donc on cherchait un projet avec à la fois un défi technique qui allait nous garder connectés. Et donc construire un bateau, c'était un projet assez intéressant parce qu'il y avait le défi technique de construire un bateau et après il y a le plaisir d'utilisation aussi, il y a les deux volets. Et on construit leur premier drakkar qui fait 6 mètres et ils l'ont emmené en Norvège, ils l'ont montré aux Norvégiens. Les Norvégiens étaient en mode waouh, incroyable, c'est trop bien. Si vous voulez, on a un plan d'un bateau qu'on a retrouvé au fond de l'eau. Si vous voulez, vous pouvez le construire. Ça a donné le deuxième bateau. Avec le deuxième bateau qui fait 12 mètres, ils ont navigué pas mal le long de la Norvège et toujours sur la côte parce qu'il n'y a pas la place pour dormir. Et après celui-là, ils se sont dit en fait si on veut faire un grand voyage et prendre la haute mer, on est obligé de faire un plus gros bateau. Et est né Orkan. Voilà, ça fait des années maintenant. Et le drakkar, c'est venu naturellement parce que c'était à la fois un bateau historique, c'est un bateau mythique, un bateau d'explorateur, de pionnier qui nous intéressait. C'est un bateau qui fait, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde fait, ça fait fantasmer tout le monde. Même les gens qui connaissent rien en bateau, ils savent que c'est un drakkar. Ils voient la carène, et voilà. Donc ça, c'est chouette. Et puis, c'était aussi parce que c'est le bateau qui nous paraissait techniquement faisable avec zéro expérience, parce qu'un drakkar, ça va de 5 mètres à 35 mètres. Donc, on peut faire un drakkar de 5 mètres dans son garage. On était 4 au départ, ouais. Et aujourd'hui, il y a 300 personnes, quoi. Une centaine de bénévoles actifs tous les mois et plus de 300-400 inscrits sur le site pour aider. Et le pro... à la fois un défi technique, refaire la route mythique des Vikings qui ont découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb en passant par l'Atlantique Nord. C'est une route qui est difficile, donc il y a à la fois un défi sportif, il y a à la fois un défi technique, un défi humain. Et puis c'est un peu faire revivre ces grandes aventures, ces grandes traversées pour redonner un peu de lettres de noblesse à des choses comme l'entraide, la coopération, etc. qui aujourd'hui sont mis à mal avec le monde dans lequel on vit entre les guerres dans tous les sens, l'entre-soi, la montée de la violence et du racisme et de toute la détestation humaine, quoi. Nous, on vient qu'un projet, je dirais, sur des valeurs simples, de partage, de formation, de transmission, et montrer qu'on peut, même si on est, entre guillemets, on n'y connaît rien au départ, tirer les gens vers le haut. Et c'est notre culture, c'est l'approche pédagogique scandinave qu'on défend ici. C'est on s'en fiche d'où tu viens, tes compétences, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu as de la bonne énergie à donner, est-ce que tu es là pour apprendre, pour transmettre et tirer tout le monde vers le haut pour réaliser un défi un peu incroyable qui est de construire un drakkar et de traverser l'Atlantique avec, quoi. Et tout ça en portant des valeurs aussi moi j'appellerais ça de transition écologique pragmatique. On forme les gens à la fabrication, on forme les gens à la réparation, donc les gens apprennent à réparer, à utiliser des outils. On les sensibilise sur les matériaux et du coup, souvent on fait un bateau en bois que par exemple on n'utilise pas d'anti-fouling sur notre coque, mais on fait une coopération avec une autre boîte qui s'appelle Karen qui fait des housses anti-fouling pour éviter d'avoir des produits chimiques toxiques sur les coques de bateau. On travaille avec des nouveaux matériaux comme le bois carbone en coopération avec Aura Aero et Merconcept. Voilà, donc on apporte aussi sur un bateau mythique de pionniers, on vient avec des nouvelles technos. Pour les financements, déjà tout le monde est bénévole, donc il n'y a personne qui est payé dans l'équipe, ce qui aide beaucoup au financement du projet. Ensuite, on fonctionne avec 2 sources de revenus principales. La première, c'est le don de particuliers. Donc on a une communauté qui suit beaucoup le projet, il y en a plein qui aimeraient aider mais qui ne sont pas sur place et ils font pas mal de dons. On a aussi pas mal de t-shirts, de casquettes et de sacs qu'on vend à l'effigie du projet et comme ça nous permet d'avoir une source de revenus. On a fait aussi pas mal de soirées où on a projeté ce qu'on faisait. On a vendu des bières, de la pizza, ça nous a rapporté un peu d'argent. Et la deuxième source de revenus, c'est les sponsors de partenariat qu'on a avec des entreprises privées. Donc par exemple,
Owatrol, Drakkar Tools, il y a une entreprise qui s'appelle Drakkar Tools qui nous fournit pas mal de matériel pour le chantier. C'est quand même fou de s'appeler Drakkar Tools. Pendant qu'on construit un Drakkar, c'est eux qui sont venus nous voir. Si vous voulez, on fait quelque chose. Du coup, on a une source de revenus qui vient du sponsor et du partenariat privé. Mais on manque d'argent. Donc s'il y a des gens qui veulent nous sponsoriser, n'hésitez pas, on est chaud. Oui. Ça fait, je pense, 3 ans qu'on a commencé à le construire, de tout début, où il n'y avait rien du tout. Il a aussi fallu construire l'abri sous lequel on travaille, donc ça a pris beaucoup de temps. Là, c'est la dernière semaine de chantier, on a prévu de mettre à l'eau vendredi. Donc le bateau ne va pas être complètement terminé, mais il va être assez prêt pour qu'on puisse le mettre à l'eau. Et ensuite, une fois qu'il sera sur l'eau, on va pouvoir ajuster en fonction de l'usage qu'on en fait. Parce qu'on n'a jamais fait de bateau aussi gros, donc on va pouvoir l'ajuster, comment est-ce qu'on fait la cabine et l'accessoirisation du bateau. Ensuite, jusqu'à fin janvier, on va être en Méditerranée pour que les gens qui se sont inscrits pour la transatlantique puissent venir tester qu'est-ce que ça fait que d'aller en mer, parce que c'est des gens qui ne savent pas forcément naviguer. Ils vont pouvoir tester le bateau, eux se tester en mer et se tester au sein d'une équipe, d'un équipage de navigation. Et après, fin janvier, on va former une équipe de 30 personnes, entre 30 et 40 personnes, qu'on va sélectionner pour faire la transatlantique. Et de février à avril, on va prendre cette équipe et leur faire une formation intensive en Bretagne pendant du coup 2-3 mois. 3 mois. Où ça en Bretagne? Je crois que c'est à Concarneau, mais c'est à vérifier. Pendant 3 mois, on va faire une formation intensive de l'équipage parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais navigué. Et le départ est prévu mi-avril et on devrait naviguer 1 mois pour arriver à New York. D'accord. Direct New York ou il y a des escales? Il y a beaucoup d'escales. En fait, on a choisi de faire le même trajet que les Vikings il y a 1000 ans. Et du coup, on va partir de Bretagne et rejoindre le départ des Vikings. Donc on va passer par l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et les îles Lofoten. Ça, normalement, ça devrait prendre 2 semaines. Donc on départ mi-avril, on arrive aux îles Lofoten fin avril. Et de là, on va faire la traversée jusqu'à New York. On va passer par l'Islande, le Groenland, le Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon et New York. Donc on va longer toute la terre qu'on peut par la côte nord, quoi. On va faire le cercle polaire. On a un petit défi personnel de vouloir battre le record de vitesse en Drakkar. Parce qu'il y a un record qui est établi, que j'ai oublié la vitesse, mais on estime qu'on peut arriver en vitesse de pointe à 18 nœuds, je crois, ou 20 nœuds. Et c'est quelque chose qui n'est encore jamais fait. Donc du coup, on espère obtenir le titre de Drakkar le plus rapide du monde. Ça, c'est le petit challenge en plus qu'on s'est mis. Alors avec ce bateau, il est trop gros pour qu'on puisse installer des rameurs, donc il n'y a pas de rame. Par contre, on va faire la traversée à la voile, donc à la force du vent. Mais on a aussi installé 2 moteurs parce que c'est obligatoire pour pouvoir manœuvrer dans les ports. Donc pour rentrer, sortir et se mettre à quai, on a des moteurs et en cas d'urgence, on a des moteurs, mais l'objectif c'est de naviguer qu'à la voile. Pour la navigation ? Oui, bien sûr. On va dire que ce qui est traditionnel, c'est le dessin du bateau, c'est la voile, mais les réglages de voile, c'est tradit, mais la navigation elle est moderne. GPS, machin, etc. quoi. Nous, ce qui nous plaît, c'est de pouvoir avoir un bateau. C'est un bateau qu'on a allégé, on a augmenté les performances d'un point de vue structurel à l'intérieur pour pouvoir avoir En fait, c'est une carène de base qui est assez efficiente, qui est assez rapide. Donc, on dit on a un bateau traditionnel de course, quoi. C'est un peu notre cahier des charges. On l'a fait en mode Drakkar de course pour pouvoir envoyer, quoi. Voilà. Tout est fait pour maximiser l'expérience de navigation à la voile sur ce bateau. En fait, c'est un super accès parce qu'on peut directement avoir accès au bassin et finir dans l'eau avant le bateau d'avant. Il l'avait fait dans un atelier à la Beige, je crois. Et du coup, à chaque fois qu'on voulait le mettre à l'eau, il fallait le remorquer et c'était une grosse entreprise. Et là, on a un partenariat avec VNF qui nous a laissé une partie de décale où on a la place pour faire le chantier et aussi la mise à l'eau, donc c'est vraiment idéal. En plus, au centre de Toulouse, donc la plupart des bénévoles sont toulousains, ils peuvent venir facilement. C'est pas trop excentré et c'est idéal. Ouais. Donc, mise à l'eau vendredi, c'est ça ? Mise à l'eau vendredi, on se voit vendredi. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y aurait 4 couches à faire si on veut faire ça correctement. On va faire au moins 3. Donc il y a plusieurs, on peut les enchaîner. Donc d'abord, on va finir absolument les traverses. Donc il y a Maxime avec Vince et Clara. Vous finissez de percer F11 et vous allez basculer
pour percer à 12 à 13. Taille avec JC, vous boulonnez. Donc il reste des boulonnages à faire un peu chelou. Mais Il y a bien un check-up aussi de tous les sabots. Ouais. Ouais. Mais d'abord, faudrait en priorité, il faut boulonner devant. Ouais, ça marche. T'es en rate de Bah moi j'ai besoin que devant on puisse envoyer sur le boulonnage. boulonnage, quoi, ça soit fini. Faut libérer la place en fait. Ouais, je comprends. Yvan, tu vas faire la chirurgie sur le plat bord. Il y a des traces, il y a des coulures d'époxy chargé et tout. Il faut faire péter au ciseau, poncer machin. Anne, tu prends François et Roman avec toi pour finir le ponçage complet.